Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui se penche sur les enjeux de l'agriculture du 21e siècle. Alors on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui après cette pause estivale. Nous allons vous parler de culture, des oléagineux et nous allons nous pencher en particulier sur les défis que représente la culture du colza et du tournesol. C'est ce que vous allez découvrir dans notre dossier du mois. Ensuite, on suivra le parcours dans Abricot, dans la fourchette à la fourche. Dans notre rubrique fact-checking, on ira se pencher sur les chiffres de l'alimentation des poulets. Et puis finalement, le rendez-vous du mois nous emmènera du côté de la Vallée de Joux. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti et c'est maintenant. Partons tout de suite à la rencontre de nos invités. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter. On va commencer par vous, Olivier Feller. Vous êtes conseiller national PLR Vaud. Merci, bonjour. Merci de l'accueil, bonjour. Face à vous aujourd'hui, mais c'est pour communiquer de manière tout à fait agréable. Je dis face sans mauvais jeu de mots. On a Fritz Glauser, président de la Fédération suisse des producteurs de céréales, qui est donc l'organisation nationale des producteurs de céréales, oléagineux et protéagineux. Bonjour Fritz. Bonjour. Et puis à vos côtés, avec grand plaisir, on a Christian Eberhardt, adjoint de direction chez Prométer, en charge de la défense professionnelle. Bonjour Christian. Bonjour Mélanie. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, première chose, les oléagineux, ok, tout le monde sait plus ou moins ce que ça veut dire, mais concrètement, c'est quoi les oléagineux? Fritz, vous pouvez nous reposer le cadre? Les oléagineux, c'est pour nous, notre organisation, c'est le colza, c'est le tournesol, c'est le soja. Mais bien sûr, il y a d'autres oléagineux aussi dans les fruits comme les olives, l'huile de palme que vous savez depuis les débats qu'on a eus, voilà, l'huile de coco, mais aussi locale, l'huile de noix. Mais la grande partie en quantité, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le colza et le tournesol. C'est ce qu'on a dit exactement. Mais en tout cas, c'est un terrain qui est relativement vaste. Donc, quand on parle de ces huiles de colza, ces huiles de tournesol, on sait que c'est des huiles qui sont très appréciées par les consommateurs suisses, mais aussi par les producteurs. Pourquoi ? Alors, volontiers, je donne un peu le topo. Agronomiquement, le colza, avant tout, il est semé ces jours, puis couvre de septembre jusqu'au juillet. Longue durée, il a des racines pivotantes, profondes, alors il résiste bien au sec. Après, c'est une autre famille agronomiquement vue parce que c'est un crucifère brassicacé. Ça équilibre bien les rotations. Aussi, c'est une culture qu'on peut cultiver jusqu'à 800-900 mètres, contrairement à tournesol, soja et bien d'autres, la vigne, etc. Vous connaissez bien. Et puis, il y a aussi la possibilité maintenant de pas recourir aux herbicides parce que la sous-semis, comme maintenant, qu'on met en place avec la semis un peu après, mais des sous-semis qui font bonne concurrence à mauvaises herbes, mais qui gèlent l'hiver et puis disparaissent, ça c'est une bonne chose. Les difficultés qu'on a avec le colza, il y en a. C'est vraiment, il y a des produits, c'est les ravageurs, les produits phytosanitaires qui étaient biffés. Déjà en 2013-2014, la lutte contre l'altise est venue difficile et aussi des autres produits efficaces au cours des années qui étaient tracés de la liste. Et puis les produits qui remplacent, c'est pas même la même efficacité. Même quand ils ne sont pas trop efficaces, ils risquent d'avoir aussi la résistance après des ravageurs. Juste encore une question par rapport à ces huiles suisses. C'est quoi la part des oléagineux suisses qu'on retrouve ici dans les commerces? Alors, l'auto-approvisionnement du
du colza, avant tout, c'est environ 80%. Donc c'est élevé. C'est très important pour nous parce que là, la loi Swissness qui a été votée au Parlement, ça veut dire plus que 50% d'approvisionnement. Là, on a beaucoup de partenaires. Je ne vais pas faire la pub, mais il y a les chips, hein, vous connaissez. Oui, on connaît. Il y a d'autres des fast-food qui jouent le jeu, qui utilisent cette Swissness et qui prennent cette colza All. Qui pour les fritures, hein, mais aussi dans les autres produits qu'on est très haut, puis la Swissness, ça joue. C'est aussi pour nous une promotion très importante qu'on peut jouer. Contrairement au tournesol, je peux vite finir. Rapide. On a un approvisionnement qui est autour de 15-20%, puis là, la Swissness, on ne peut pas la faire jouer. Là, on est dépendant de nos acheteurs, pour ceux qui le font, de l'utiliser ça. Alors, c'est plus compliqué dans la vente. On va regarder tout ça maintenant en images. On l'a dit donc en début d'émission, une demande qui est forte en huile de colza, en tournesol indigène par les consommateurs suisses. Et pourtant, bien que très appréciées par les producteurs, comme vous nous l'avez expliqué, ces cultures présentent de nombreux défis. Quels sont-ils? Eh bien, réponse avec notre expert, Pierre-Yves Jacquery, collaborateur scientifique auprès de la Direction générale de l'agriculture, viticulture et des affaires vétérinaires. Les cultures oléagineuses sont très intéressantes et importantes en Suisse. Il faut savoir que le consommateur suisse est très friand d'huile de colza, d'huile de tournesol indigène. C'est des cultures qui sont techniquement intéressantes à cultiver par les producteurs, mais qui ont des défis importants à relever ces prochaines années. Si on commence par le colza, il faut savoir que sur 4 bouteilles d'huile de colza indigène que vous allez acheter au magasin, une des 4 est produite dans le canton de Vaud. Ça montre l'importance de cette production de colza pour le canton. Et c'est vrai que cette culture, elle est intéressante techniquement à mettre en place par le producteur. Mais par contre, on a des défis importants en termes de ravageurs. Il faut savoir qu'on a 4 ravageurs qui vont se succéder pendant toute l'année. Donc du mois d'août, lors du semis, jusqu'à la floraison du colza au mois d'avril l'année d'après. Ces 4 ravageurs vont se succéder et puis limiter le développement du colza, diminuer le rendement, et donc qui dit moins de rendement dit aussi moins de production d'huile indigène. Donc l'objectif, c'est de trouver des solutions pour lutter contre ces ravageurs. Les producteurs aujourd'hui, ils ont bien entendu la possibilité d'utiliser des produits phytosanitaires, donc en l'occurrence des insecticides homologués en Suisse. On en a de moins en moins à disposition sur le marché au gré de l'interdiction de certains produits au niveau européen, et la Suisse, on a suivi ces restrictions d'utilisation. Donc on a quelques solutions, moins de solutions en perspective pour ces prochaines années, et c'est pour ça que dans la pratique, beaucoup d'essais sont mis en place pour trouver des alternatives à l'utilisation de ces insecticides pour permettre au colza de se développer de manière tout à fait normale et limiter l'impact de ces ravageurs tout au long de la période de végétation. Pour la culture de tournesol, ce ne sont pas les insectes ravageurs qui posent problème, mais bien les oiseaux. En effet, plusieurs espèces, dont les corvidés, corneilles, corbeaux, mais aussi les pigeons, vont aller prélever les graines de tournesol directement après le semis, ce qui fait que le peuplement sera insuffisant et donc l'agriculteur va devoir parfois ressemer la culture, donc ça implique des frais supplémentaires et on peut même aller parfois jusqu'à l'abandon de la culture. Si le deuxième ressemis est à nouveau prélevé par les oiseaux, l'agriculteur n'aura pas le choix de se tourner vers une autre culture. Donc l'enjeu principal, c'est vraiment conserver ces surfaces de tournesol, et pour ce faire, pour effaroucher les oiseaux, on a les moyens traditionnels, ballons, canons, etc., qui permettent de faire peur aux oiseaux. Les oiseaux s'habituent très rapidement, donc tous les 2-3 jours, on doit changer le moyen d'effarouchement. Et puis, on peut aussi travailler sur l'aspect répulsif avec des substances naturelles qui vont rendre la graine pas intéressante pour le corbeau ou la corneille. On a d'autres alternatives aussi qui sont testées dans le terrain. Par exemple, travailler avec des févroles associés au tournesol pour désécuriser la corneille et limiter les prélèvements et donc de pouvoir maintenir la culture de tournesol en place. Tous ces essais sont déjà en cours et sont prévus encore ces prochaines années.
Alors Olivier Feller, on l'a bien vu dans ce sujet, hein. Il y a de nombreux défis avec ces cultures que sont le colza et le tournesol. Bien sûr les ravageurs, il faut pouvoir les traiter et pourtant il y a de nombreuses matières actives qui ont été retirées de la liste des produits autorisés pour traiter aujourd'hui. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est une histoire de volonté politique, de limiter les produits phytosanitaires par rapport aux consommateurs, par rapport aux agriculteurs? Qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, les agriculteurs sont des entrepreneurs et il faut leur donner la possibilité de faire leur travail et de produire des aliments. D'ailleurs, ce qui est produit chez nous n'a pas besoin d'être transporté sur de longues distances, donc c'est favorable aussi à l'écologie. Et en plus, ça contribue à la sécurité alimentaire. On parle souvent aujourd'hui de rupture d'approvisionnement dans des domaines stratégiques, médicaments, énergie. L'alimentation, manifestement, fait aussi partie d'un domaine stratégique. Alors, on l'a vu, il y a des insectes ou des maladies qui peuvent infester des cultures. Et pour lutter contre ces insectes ou ces maladies, il existe des produits phytosanitaires. On appelait ça des pesticides, mais il me semble que le mot de produit phytosanitaire a quelque chose de plus neutre. C'est plus doux, on dira, hein, que pesticides. C'est plus doux. Est-ce que c'est plus juste? C'est plus juste, d'autant plus qu'il y a des produits phytosanitaires de synthèse, mais aussi des produits phytosanitaires naturels. En d'autres termes, le problème qui a été évoqué dans votre reportage, ça concerne aussi la culture bio. Et aujourd'hui, il se trouve que ces produits, ils sont nécessaires pour assurer la production, mais ils peuvent aussi, suivant les circonstances, nuire à l'environnement, à la nature et à l'homme. Et c'est pourquoi il y a une procédure d'homologation. Donc la Confédération dit, ce produit, vous avez le droit de l'utiliser, ce produit, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, mais ça peut aussi concerner l'agriculture bio et les produits naturels. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 700 produits qui sont en attente d'homologation. Et ça, c'est un des griefs, justement, de l'Union des paysans, des agriculteurs, c'est que c'est long et qu'en attendant, il faut des solutions et qu'on a des risques de perte de culture. Alors, c'est beaucoup trop long en comparaison avec ce que fait l'Union européenne. C'est d'ailleurs aussi un peu idiot sous l'angle de la durabilité parce qu'il y a des produits qui sont susceptibles d'être moins nocifs pour l'homme et la nature, qui ne sont pas homologués, et l'on maintient, le cas échéant, des produits sur le marché qui sont plus nocifs. Et ça, il faut l'améliorer. Ça passe probablement par une dotation personnelle plus forte au niveau de la Confédération. Mais il se trouve aussi qu'en Suisse, nous avons une procédure d'homologation qui est beaucoup plus compliquée au niveau de l'Union européenne. Parce que nous aimons bien en Suisse la perfection, alors que l'Union européenne cherche simplement à faire convenablement le travail. Je vais vous donner un exemple concret dont nous avons débattu il y a quelques mois au Conseil national. Les organisations de défense de l'environnement peuvent participer à la procédure d'homologation. Et au niveau de l'Union européenne, elles peuvent participer dans 2 cas à la procédure d'homologation lorsque un produit contient une nouvelle substance active. Et à ce moment-là, il peut y avoir un danger. Bon. Ou bien lorsqu'un produit qui est déjà disponible sur le marché mérite d'être réexaminé à l'aune de nouvelles données scientifiques. Là aussi, les organisations de défense de l'environnement peuvent être parties à la procédure. En Suisse, c'est non seulement dans ces 2 cas, mais dans tous les autres cas. Systématiquement, les organisations de défense de l'environnement peuvent participer à la procédure, peuvent se déclarer parties, et cela contribue à ralentir les processus, en plus de la sous-dotation en personnel au niveau de la Confédération. Alors, d'où ma prochaine question. Est-ce qu'on ne veut pas trop bien faire? Et là, je vais me tourner vers vous, Christian Eberhardt. On pense notamment aux consommateurs. Bien sûr, on veut les protéger, mais est-ce qu'on ne veut pas trop bien faire? Alors, c'est ce perfectionnisme helvétique qui fait qu'en voulant trop bien faire, on fait plus mal, parce qu'en réduisant finalement le nombre de produits et de substances actives qui sont à disposition pour lutter contre un certain nombre de ravageurs, en les réduisant, eh bien, on empêche des stratégies de lutte qui évitent les résistances de ces ravageurs. Donc on concentre en fait sur les ravageurs des produits qui deviennent de plus en plus limités et qui facilitent quelque part leur résistance. Donc on entre dans un cercle vicieux où moins on aura de produits, plus il faudra lutter et où l'agriculteur se trouve finalement au bout du compte démuni parce qu'il n'y a plus d'efficacité sur ces produits. Donc, est-ce que ça, c'est une histoire de, on va dire, de manque d'intérêt économique? Est-ce que c'est une histoire de protection, de politique? Et rapidement, parce qu'on va lancer la suite du sujet, mais qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une question de pesée d'intérêt. Pour l'heure, le Parlement considère qu'une procédure relativement compliquée et lourde et beaucoup plus exigeante que ce qui se fait au niveau de l'Union européenne, ben, ça se justifie en Suisse. Mais on sent également un autre mouvement de fond. Nous sommes notamment en train de traiter une initiative parlementaire qui vise à reprendre le droit de l'Union européenne en Suisse, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Et certains souhaiteraient même, et à mon avis je le vois d'un bon œil, au fond reprendre. Enfin, si un produit est homologué au niveau de l'Union européenne, il doit aussi être homologué en Suisse. C'est-à-dire ce que supporte le consommateur allemand, autrichien, italien et français, eh bien, le consommateur suisse doit aussi pouvoir le supporter. Je crois que nous avons quand même une certaine nécessité de coordination au niveau de l'Union européenne. Oui, ça serait pas mal en tout cas. Mais bon, ça c'est un autre débat. Hein. Les liens avec l'Europe, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Même au niveau de l'agriculture, vous voyez. Je n'en doute pas une seule seconde. Alors, je vais vous proposer maintenant d'aller voir sur le terrain pour voir comment ça se passe. Quelles sont les méthodes utilisées par les agriculteurs pour pouvoir lutter contre les ravageurs qui s'attaquent au tournesol et au colza. Exemple à Gier et à Mona. On se trouve sur une exploitation à Gier de 30 hectares en grande culture, produisant céréales panifiables, céréales fourragères, betteraves sucrières, colza et tournesol. Le tournesol est une culture relativement facile à implanter. Le gros problème que l'on rencontre, c'est du semis à la levée. Les corneilles, les limaces sont nos ennemis. La mise en place d'effaroucheurs sonores, d'épouvantails, de cadavres de corneilles fournis par le garde-chasse, le semis plus profond des graines et éventuellement de la traitement des semences par des biostimulants à base de piment ou d'huile essentielle permettent de lutter d'une façon plus ou moins efficace, mais en sachant que les animaux sont très intelligents et tous les 3-4 jours, on doit changer de système. Alors pour l'agriculteur, c'est une période qui est assez difficile, environ 10 à 20 jours, où les moyens mis en place ne sont pas sûrs. Et on sait très bien qu'en une nuit, tout un groupe de corneilles ou de corbeaux va pouvoir vous détruire toute une culture. Sur mon exploitation à Mona, je produis des céréales, de la betterave, du tournesol et du colza. La culture du colza, c'est une des cultures les plus compliquées à cultiver car elle est en place pendant environ 11 mois. Et durant ces 11 mois, on a affaire à essentiellement 4 insectes ravageurs qui peuvent aller jusqu'à détruire complètement la culture. Alors, quand on décide de produire du colza sans produits phytosanitaires, on a plusieurs moyens de lutte. À commencer par un semis plus précoce en été, qui favorisera un bon développement de la plante. On va aussi fertiliser sous la graine pour que la racine ait tout de suite à manger quand elle commence à pousser. Un des désavantages de cette technique-là, c'est qu'à l'arrivée de l'hiver, on pourra avoir un colza qui a commencé son élongation et qui risquerait de se casser pendant l'hiver. Donc on va le broyer à 10 ou 15 cm de haut pour que le colza reparte à faire des feuilles et plus à monter contre le haut. Ensuite, on peut également semer des bandes tampons, des bandes avec des variétés plus précoces qui vont attirer les insectes plutôt sur ces bandes que sur la culture elle-même. C'est évident qu'en cultivant de cette façon-là, il y aura une incidence sur le rendement final de la culture, mais c'est le risque à prendre si on veut diminuer la quantité de produits phytosanitaires dans nos champs. Alors, on l'a bien vu, hein, y a pas mal de défis à gérer. Il y a des solutions aussi, ils nous en ont montré quelques-unes. Si on prend le cas du tournesol, le problème, ce n'est pas une maladie, bien qu'il doive y en avoir aussi, mais c'est surtout les corvidés qui posent le principal problème. Les moyens d'action, concrètement, aujourd'hui, Fritz Glauser, c'est lesquels ? Alors,
moi, je suis agriculteur à 705 mètres d'altitude, alors je vis ça avec le maïs, alors je peux répondre. C'était bien décrit dans le petit reportage. Il faut utiliser tous ces moyens, mais comme je l'ai chassé, ils sont protégés. On ne peut pas les tirer. Il faut avoir le garde-faune qui vienne les tirer. Moi, je n'aime pas parler sur le plateau ce que moi je fais parce que je les ponds une fois tirés. Ouais, et ça, quand il y a des promeneurs qui passent le long des champs, c'est toujours un peu compliqué. Ça fait impression. On est défiant pour mettre les plumes par terre. Mais c'est compliqué. C'est débattu aussi dans la population. Mais moi, j'ai semé une année 3 fois le maïs. Je n'avais pas d'indemnisation sur Fribourg, mais sur Vaud, je crois que c'est aussi compliqué. Si on revient sur le tournesol, qui est une culture demandée maintenant, qui a tellement d'avantages aussi dans la trajectoire de diminution du phyto, parce qu'ils peuvent se cultiver très extensivement, etc., pas du tout gourmand pour des phytosanitaires. Avec ça, on décourage les producteurs de le faire. Il faut trouver des solutions, il faut changer la législature pour pouvoir les tirer. Alors ça c'est très polémique. Je provoque, on est ici pour aussi une réaction. Réveiller les politiques. Est-ce qu'on peut, alors là on parle des corneilles, est-ce qu'on peut les chasser plus ou plus activement ou mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, dans le canton de Vaud, elles peuvent être chassées pratiquement toute l'année. Les bandes de corneilles, elles le sont de fait au printemps et pendant la période de la chasse. Il se trouve que l'action de chasse sur des corneilles est relativement peu efficace parce que les chasseurs devant tirer relativement près, une fois qu'ils sont repérés dans le terrain, les corneilles on savent vite à quoi s'attendre. Elles vont disparaître sans avoir été éliminées de la culture où elles sont. Et donc après, elles reviennent. Il y a effectivement aussi un grand débat un peu de société, de savoir si on doit éliminer des animaux, tuer des animaux pour protéger des cultures. Ça, c'est aussi une des difficultés. Bien sûr. Certainement que le fait de les tirer n'est pas la seule solution praticable, mais on ne connaît pas beaucoup d'autres. Et ce problème, il est apparu principalement parce qu'on a retiré un produit d'enrobage des semences qui est un répulsif, qui avait une très bonne efficacité, où les corneilles ne s'attaquaient pas en fait à ces plants et à ces semis parce qu'il y avait cette répulsion. Aujourd'hui, ce produit a été retiré parce qu'il avait des effets environnementaux qu'on a jugés trop risqués. Négatif, ouais. Un petit peu dans la discussion sur les retraits, respectivement les homologations de produits. Et ça, c'est une des grosses difficultés qu'il y a. Ce qu'on demande aussi alors, au niveau du canton de Vaud, puis ça peut s'étendre aussi au reste de la Suisse, c'est qu'il y ait des indemnisations. Là, ce qu'on n'est pas arrivé à lutter grâce aux différents moyens d'action, c'est que les dégâts soient indemnisés, comme le sont les dégâts de sangliers, par exemple, ou d'autres espèces. Olivier Feller, est-ce que là, on n'est pas dans une sorte de cercle vicieux où on veut faire mieux, on enlève certains produits en disant ça c'est nocif pour l'humain, pour la faune, pour la flore, et puis finalement on a d'autres problèmes qui arrivent et puis il faut les gérer. Comment est-ce qu'on fait? Il est vrai que la situation est complexe, mais les conséquences sont un peu invraisemblables. On a entendu M. Delay tout à l'heure, c'est un entrepreneur, il prend beaucoup de mesures pour pouvoir faire son travail et offrir à la population des produits. Et puis finalement, malgré tous ces efforts, il se trouve que des corvidés, parfois, disons, l'empêchent de faire son travail en s'attaquant aux semis. Alors, moi, je constate que les corvidés font des dégâts. Ils font d'ailleurs aussi des dégâts dans les zones urbaines. Il y a beaucoup de municipalités vaudoises qui relèvent que les corvidés s'attaquent aux infrastructures ou à des équipements. Je crois savoir que les corvidés ne sont pas une espèce en voie d'extinction. Au contraire, ils existent plutôt en surnombre. Je constate aussi que je suis convaincu qu'une régulation doit évidemment passer sans faire souffrir l'animal. Ça, je suis bien clair, il ne faut pas de souffrance animale. Mais une régulation supplémentaire est vraisemblablement nécessaire et c'est pourquoi, avec le soutien d'ailleurs appuyé de Prométer, une députée, Marion Wallen, moi-même et aussi un paysan de ma région de Nyon, Sylvain Fayetta, nous avons lancé une pétition il y a une année, une pétition au Grand Conseil pour demander au Conseil d'État de prendre des mesures efficaces. Cette pétition, vous voyez, dans le canton de Vaud, tout prend
beaucoup de temps. Nous l'avons déposé en octobre et le Grand Conseil l'a accepté il y a quelques jours, le 23 août dernier, à la quasi-unanimité. Donc ce n'est pas une question gauche-droite. À la quasi-unanimité, le Grand Conseil a demandé au Conseil d'État de prendre la mesure du problème et de mettre en place des dispositifs de lutte contre les dégâts causés par les corneilles. Ça montre bien que l'action politique, elle est lente, mais elle existe. Et je m'attends maintenant à ce que le Conseil d'État réagisse pas seulement au travers de la parole, mais au travers des actes. Alors on attend de voir ce qui va se passer. Mais en attendant, moi je vais vous proposer un petit voyage gustatif. On part dans un haut lieu de la gastronomie. Il s'agit du Beau Rivage Palace à Lausanne. On va y retrouver un très joli fruit d'été. Il s'agit de l'abricot. C'est notre rubrique de la fourchette à la fourche. Quel est le cycle de vie d'un abricot? Eh bien regardez. J'aime l'abricot parce que c'est un fruit gourmand, goûteux, sucré acide, qu'il se cultive pendant une courte période en été. Et puis c'est un fruit qui s'apprête facilement dans des super desserts. Donc c'est un fruit magnifique. Bienvenue à Crissier, sur le domaine de la blancherie. Nous sommes un domaine familial, je suis la 3e génération. On cultive principalement des arbres fruitiers, des cerises, des pommes, des poires, des abricots, des pêches, des pruneaux. Mais on fait aussi un petit peu de grande culture, colza, maïs, blé. Ici à Crissier, nous cultivons l'abricot car nous avons un climat favorable. Nous sommes à environ 480 mètres, soit pas trop bas. On est loin des Alpes, loin du Jura, proche du lac. Donc on a un climat lacustre intéressant pour cette espèce-là. On sait qu'un abricot est mûr quand on commence à voir des abricots qui tombent par terre. Donc ça, c'est le premier signe. Et puis ensuite, beaucoup à l'œil, donc au visu. Donc on va regarder l'arbre et puis on cherche des abricots bien oranges et bien rouges. Quand on est sur l'arbre, en fait, on va tâter les fruits et on cueille les fruits qui sont tendres. Donc par exemple, celui-là, il a une magnifique coloration et il est tendre. Donc c'est parfait, on va le récupérer directement. L'abricot est un fruit qui continue un petit peu à mûrir une fois cueilli. Donc c'est assez intéressant. La couleur, c'est toujours difficile de la reprendre après, mais le fait d'être tendre, ça continue à s'attendrir. On voit un petit peu des fruits qui sont vraiment tout au centre, ils sont encore bien verts. Ouais, là, on va les garder. Alors la vie d'un abricotier chez nous, c'est commander les plants chez le pépiniériste, donc on les reçoit, ils ont à peu près une année. Là on les a plantés en 2022. Maintenant on voit que c'est des arbres qui sont bien poussants, on a des belles pousses de l'année. Et puis ça va commencer à produire à partir de la 3e année un petit peu, puis de plus en plus crescendo jusqu'à, on va dire qu'entre 8 et 10 ans, là on a vraiment la pleine production. Et un arbre, on essaie de les garder le plus longtemps possible. On a des sujets qui ont une 30aine d'années, donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont âgés, qui produisent toujours, donc c'est intéressant. Après avoir récolté nos abricots, on les a pesés et puis ensuite on les a mis dans la chambre froide pour ralentir le mûrissement. Et maintenant, c'est le moment de les trier. Donc, je les verse dans cette machine que je vais activer. Puis les abricots vont être répartis sur le tapis et vont aller sur la partie là-bas qui va les trier. Ils tombent dans les coupelles, chaque coupelle pèse le fruit et comme le poids est en relation avec le calibre, en fait ils sont triés par rapport au calibre, on a des gros, des moyens, des petits. Puis le dernier tri, en fait, c'est l'opérateur ici, c'est l'humain qui le fait. Donc il prend l'abricot, il le contrôle. Un abricot qui a un trou, par exemple, comme celui-là, eh ben, on va le déclasser, on va le mettre pour la confiture. Et puis les beaux abricots, le critère en fait qu'on dit aux gens qui trient, c'est que tous les abricots qu'ils mettent dans le plateau, ils doivent avoir envie de les acheter. Donc c'est un bon critère pour savoir si l'abricot, on peut le vendre en premier choix ou pas.
Sur le domaine, on a une dizaine de variétés différentes. Là, on est en train de trier 3 variétés spécifiques à la période. Donc on a du Kyoto, c'est un petit abricot rouge qui ne fait pas des gros calibres, mais qui est intéressant au niveau gustatif. On a de l'Arogem, donc c'est un abricot qui est vraiment très très goûteux, bien doux. Et puis un très connu, c'est le Jumbo. Donc c'est un abricot qui fait du gros calibre, par contre qui a pas mal d'acidité. Puis le fait d'avoir autant de variétés, ça nous permet d'échelonner un petit peu les récoltes. Donc on commence au 15 juin et puis on finit au 30 août. Et voilà, durant cette période, en fait, il y a des précocités différentes et puis ça permet de couvrir toute la saison de l'abricot. Et puis aussi de plaire aux gens parce qu'on les fait goûter et puis il y a quand même des différences gustatives qui plaisent plus ou moins. Nous commercialisons nos abricots en circuit court, 2 fois par semaine au marché de Lausanne et puis dans notre magasin et notre self-service à la ferme. Eh bien, cet abricot vaudois, il donne l'eau à la bouche. Ça vous a donné envie de goûter, Christian? Oui, ça donne envie de le goûter. Je le connais déjà. Il faut peut-être voir que l'abricot vaudois n'est pas connu en tant que tel, contrairement à Valaisan. L'homologue valaisan qui bénéficie d'une réputation. C'est un produit d'exportation pour le Valais, si on peut dire ça, qui est un canton bien doté par la nature pour cette culture. Le canton de Vaud, on l'a vu, c'est un produit de diversification de l'agriculteur, notamment dans le créneau de la vente directe, qui permet aussi d'obtenir de meilleures marges sur ces produits, mais qui rend la vie techniquement des arboriculteurs assez compliquée. C'est plus compliqué de diversifier comme ça. Il faut connaître, il y a aussi des aspects logistiques qui découlent de cette grande variété en fait d'abricots qui permettent aussi d'avoir une période de commercialisation, respectivement de récolte, qui est beaucoup plus longue que si on avait qu'une ou 2 variétés. Mais c'est quelque chose qui est souhaitable dans la diversification qu'on a dans l'arboriculture. On avait au départ les pêches vaudoises, qui étaient un peu le pendant de l'abricot vaudois, l'abricot valaisan, pardon. Et puis ça s'est perdu, ça. Ça s'est un peu perdu. On voit que M. Blondel produit encore des pêches. C'est tant mieux. C'est bien aussi qu'on ait des abricots dans l'assortiment, d'autant plus que cette culture, en Valais en particulier, est aussi menacée par une maladie qui s'appelle la moniliose et qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de lutte non plus contre cette maladie, un petit peu comme pour les oléagineux. On a ce même type de problème qui se profile et qui menace aussi à terme cette production. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut faire un parallèle? Est-ce qu'il y aurait une possibilité de diversification par rapport aux oléagineux? D'autres variétés peut-être Alors, dans la production de l'abricot en Suisse, de manière générale, ça s'est déjà fait, la diversification. Elle n'est pas faite tellement en lien avec la lutte phytosanitaire, elle est faite essentiellement sur l'allongement de la période de mise sur le marché. Il faut voir que l'abricot est quand même aussi confronté, ça c'est la même chose que les oléagineux, à beaucoup d'importations qui viennent en concurrence. Et donc de la concurrence, c'est ça. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question. Quelle est la provenance et la composition de l'alimentation des poulets suisses? Peut-être avez-vous la réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a souvent des réponses peu claires, assez variées, et ça peut vite amener à de mauvaises interprétations. Bienvenue dans notre rubrique Fact-Checking. Par contre, parallèlement, la consommation de poulet a beaucoup augmenté. La consommation de poulet, elle est problématique, même si elle est produite en Suisse. Pourquoi? Parce que ces poulets nécessitent aux 3/4 de leur alimentation des importations, notamment en provenance du Brésil, qui est le 2e pays fournisseur, les fameux tourteaux de soja, qui sont liés à la déforestation. Ces propos, tenus par la conseillère nationale verte vaudoise Valentine Piton sur les ondes de la RTS à la fin du mois de juin, sont truffés d'erreurs. Premièrement, les données d'Agristat montrent que l'alimentation des poulets suisses provient non pas à 75% de l'étranger, mais à 60%. Deuxièmement, le Brésil n'est pas le 2e pays fournisseur de soja, comme l'affirme la politicienne, puisqu'il ne représente que 7,4%, très loin derrière l'Italie et l'Allemagne. À ce titre, il est bon de rappeler que plus de 92% du soja fourragé est de provenance européenne et que près de 96% du soja importé est certifié. À savoir qu'il répond précisément à des critères écologiques, comme l'absence de coupe de bois dans les forêts primaires. Cet engagement en faveur d'un soja fourragé certifié a d'ailleurs permis de faire chuter de 85% les émissions annuelles de gaz à effet de serre depuis 2004 dans ce secteur d'importation. La vraie question, c'est donc de savoir si l'on préfère manger du poulet suisse, dont on connaît les conditions de détention et d'alimentation,
ou du poulet étranger dont on ne sait rien ou presque. Qui oserait affirmer que le poulet brésilien, qui représente 53% des importations, se passe de soja impactant la forêt amazonienne? Donc finalement, le vrai problème, c'est surtout l'importation de plus de 50% de poulet en provenance du Brésil, nourri au soja, qui évidemment entraîne la déforestation en partie de l'Amazonie. Comment vous réagissez à ce que vous venez de voir, Fritz? Moi, j'ai choqué des propos d'une conseillère nationale qui prend un sujet aussi léger, de divulguer des chiffres aussi faux que ça. Alors, c'était bien démontré sur ce petit reportage la vérité comme elle est. Je peux juste compléter. On a un Netzwerk Soja qui a comme but de promouvoir le soja, tout le soja de proximité. Le soja suisse, donc? Non, parce que finalement, pour nourrir, c'était bien dit, ces poulets produits en Suisse, sous conditions suisses, pour avoir la protection des animaux, toutes les restrictions qu'on vit en Suisse, pour avoir la qualité la plus haute possible. On a quand même besoin d'importer, c'était démontré, 60% d'aliments, et donc aussi de tourteaux de soja. Mais là, cet objectif, c'est de les acheter dans notre proche Europe, l'Allemagne proche de l'Est, comme les pays de Hongrie, dans le delta de tout le long de Danube, de Donau. Et puis avec ça, d'avoir aussi de certitude, pas avoir d'OGM, pas de déforestation, vraiment une culture durable de proximité pour compléter, tant qu'on n'a pas assez de soja en Suisse. Ça, c'est clair, parce qu'il faudra carrément abandonner plein de cultures d'autres, parce que notre terre arable est limitée en Suisse. Mais bien sûr, c'est pas la taille du Brésil. Je vous invite quand même à tout le monde de profiter d'acheter ces poulets suisses, parce qu'il n'y a rien tel dans la qualité exigée comme un poulet suisse de la production. Alors, Olivier Feller, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que finalement, on a un problème de message ici. Est-ce qu'il faut mieux informer le consommateur? Est-ce qu'il faut que les étiquettes sur les emballages soient plus précises? Qu'on sache d'où vient quoi? Qu'est-ce qu'on mange exactement? Finalement, c'est un peu ça la question. Je crois surtout qu'il faut maintenir la politique actuelle en matière agricole, voire la renforcer. Aujourd'hui, la moitié de ce que nous mangeons est produit à l'étranger. Et ce taux est plutôt en train de baisser. Donc si nous voulons maintenir durablement un taux d'auto-approvisionnement d'environ 50%, eh bien, nous devons offrir une certaine protection aux agriculteurs. Aujourd'hui, il y a deux cercles qui souffrent. Il y a le producteur qui parfois fournit des produits sans parvenir à couvrir ses charges au travers du prix de vente, ça c'est le paysan, et puis il y a le consommateur qui parfois voit quand même certains prix augmenter. Et on peut se demander ce qui se passe entre le producteur et le consommateur parmi les intermédiaires. Mais il est clair que plus on va favoriser l'agriculture suisse, plus on va se battre pour le climat, pour la proximité, pour un contrôle qui est évidemment facilité lorsque le produit est fabriqué chez nous. Lorsque vous devez contrôler un processus de production au Brésil, voire en Pologne, c'est plus compliqué que si cela se fait chez nous. Et si on consomme ce qui est produit chez nous, eh bien on évite la pollution liée au transport. Donc, information, incitation et politique agricole qui continue de protéger l'agriculteur, parce que la nourriture, ce n'est pas un bien comme un autre. On a cette partie-là, mais on a aussi l'aspect du prix, parce que c'est vrai que quelquefois, on achète du local et c'est plus cher qu'un poulet qui vient du Brésil. Et là, on a quand même un problème. Alors, dans un pays libéral comme le nôtre, on essaye d'offrir le choix aux consommateurs. Et c'est vrai que le prix joue évidemment un rôle. Aujourd'hui, selon certains au Parlement, parfois même selon la majorité du Parlement, on protège déjà trop les paysans. Ils nous coûtent cher, ces paysans. Je ne fais pas partie de ceux-là. Moi, j'estime que la politique agricole et la protection du paysan est nécessaire, parce que la nourriture, ce n'est pas un bien comme un autre. Et en plus de cela, il y a depuis un certain nombre d'années la préoccupation écologique. Et je pense que la politique actuelle, elle est juste. Le paysan devient de plus en plus entrepreneur. Il ne s'agit pas de le mettre sous cloche, mais il s'agit aussi de le protéger. On va devoir conclure.
On va devoir conclure. Il s'agit de ne pas le mettre sous cloche, mais aussi de le protéger. Alors, Merci. on va garder ça comme phrase de la fin, c'est très très bien. Donc on arrive, vous l'avez compris déjà, à la fin de cette émission. Ça passe toujours beaucoup trop vite, on a plein de choses à dire et on n'a pas toujours le temps. Merci d'être venu partager vos différents points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Le mois prochain, on se penchera sur la lutte biologique qui nous permettra d'aller à la rencontre du typhlodrome, un acarien qui permet de diminuer drastiquement l'utilisation des insecticides dans la viticulture suisse. Mais avant de se quitter, je vous propose encore notre rendez-vous du mois du côté de la vallée de Joux où le vacherin Mont d'Or est mis à l'honneur comme chaque année aux Charbonnières au mois de septembre. Alors bonne dégustation et rendez-vous le mois prochain. Au revoir. À la vallée de Joux, le vacherin Mont d'Or AOP est mis à l'honneur dans le village des Charbonnières qui le célèbre en septembre depuis un quart de siècle. Plus de 4000 personnes se réunissent chaque année pour cet événement folklorique et gourmand qui lance la saison de ce fromage typique à pâte molle. Les troupeaux descendent de l'alpage, les artisans de la région présentent leur savoir-faire et font découvrir leurs spécialités durant toute la journée. Et il est bien évidemment possible de déguster gratuitement la nouvelle production des fromagers. Rendez-vous le 23 septembre dès 9h aux Charbonnières pour la Désalpe, le marché du terroir, des animations traditionnelles et surtout la dégustation du premier vacherin de la saison. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable.